crée de la valeur. Il faut se dire, moi, ce qui m'obsède dans la chose, c'est comment on crée de la valeur, comment on essaie de se dire qu'est-ce que je peux apporter. Vous avez peut-être noté, c'est une activité marginale auquel je tiens. Je suis président d'un pôle French Tech à Avignon. Je coach des tas de startups, je coach des tas de gens. Comment on crée de la valeur? Et parce que quand on crée de la valeur, un, on peut réussir, mais deux, on a le respect des gens qui vous entourent. Bonjour à tous. Bonjour Paul. Bonjour. Bonjour à tous. On a l'honneur aujourd'hui d'être en compagnie de Paul Hermelin, président du conseil d'administration de Capgemini. Paul, bonjour. Bonjour. C'est un immense plaisir, une vraie chance de pouvoir vous rencontrer et de passer ces quelques minutes avec vous. Pour commencer, question traditionnelle, qui était Paul Hermelin à 5 ans? Alors, la première élément, pas de surprise, mais je suis né en Belgique de parents belges, une fois. Et mes parents ayant divorcé, j'étais dans une pension. J'étais en internat à 5 ans, dans la banlieue sud de Bruxelles, et dans une école formidable. Et je pense que je dois énormément à cet internat, parce que je pense que ma maîtresse d'école, qui s'appelait Marguerite Boulanger, a fait beaucoup pour me former et probablement a été plus dynamique que ne l'auraient été mes parents. Donc je dois beaucoup. Je ne dis pas que tout le monde doit aller en pension, hein, mais dans mon cas, ça a été bien. Vous anticipez la question d'après sur la place de l'éducation, mais on y reviendra. D'accord. Du coup, jeunesse en internat. Je suis donc... ma maman s'est remariée, elle est partie vivre à Avignon et j'ai suivi. Et donc à l'âge de 12 ans, je suis venu en France. Puis j'ai trouvé que la Provence, c'était quand même bien, quoi, par rapport à la Belgique. Et donc j'ai demandé la naturalisation. Je suis devenu français à l'âge de 18 ans et puis je suis français. Mais pour nous amuser, on ne peut pas perdre la nationalité belge. Donc je suis toujours belge. Donc je suis binational. C'est beau. Ouais, c'est riche. Mais toute ma famille est en Belgique. Hein. Je suis le seul français de ma famille. Et donc une adolescence à Avignon. Adolescence à Avignon. Qu'est-ce que ça donne? C'était assez formidable. Hein. Donc, le lycée Mistral, lycée public, pas mal de sport. J'ai fait de l'aviron sur le Rhône. Ah, moi aussi. Moi aussi. J'ai fait de l'aviron sur le Rhône, c'était formidable. On prenait le vélo, on allait prendre un skiff pour s'entraîner sur le Rhône. Okay. Et j'ai été en finale championnat de France, donc j'étais dernier, hein, mais j'en ai fait quand même. Essentiel, c'est de participer. L'entraîneur disait qu'il fallait faire 1000 km pendant l'hiver, donc 1000 km, une sortie de 10-12 km, ça fait beaucoup de sorties, voilà. Puis à Avignon, deux choses. Premièrement, les radios qu'on appelait périphériques, il n'y a pas encore de radio FM à l'époque, on ne les recevait pas bien. Donc Europe 1, RTL, ça c'était compliqué. Et moi, j'étais donc un fan de rock et fan de Salut les copains, qui était l'émission de Daniel Philippaki. Et je lisais la revue de Salut les copains avant qu'apparaissent des revues plus anglo-saxonnes. Donc très très fan de rock dans l'adolescence. Et puis arrive mai 68, j'ai 16 ans. Et je ne sais pas si c'est ce que ça veut dire, mais j'ai réussi à être nommé président du comité d'action lycéen. Donc à 16 ans, je n'étais pas le plus aîné. Et puis j'ai participé au comité de grève qui occupait la ville. Ça, c'était assez marrant. À 16 ans, c'était rigolo. Une belle carrière en devenir. À 16 ans. Au début, c'était assez un équilibre. Bon, j'étais plutôt bon élève, hein, mais le rock, j'étais passionné. J'ai été voir un jour un quotidien qui s'appelait le Dauphiné libéré, qui s'appelle maintenant Vaucluse Matin, en leur disant vos critiques de musique sont nulles, c'est pas terrible tout ça. Je pourrais faire pour vous des piges. Et donc ils m'ont embauché comme pigiste et j'ai fait toutes les chroniques des concerts dans le quart sud-est. Alors j'ai fait le festival d'Antibes, les quelques premiers festivals de rock. J'ai fait, je pense, que le dernier concert de Duke Ellington dans le théâtre antique d'Orange. Léonard Cohen à Aix-en-Provence, enfin plein de trucs, c'était sympa. Quand je suis monté à Paris en maths sup, c'était plus obscur. Hein. Là, c'était un peu polar, quoi. Musicien vous-même, il me semble. Hein. Je fais du piano. C'est difficile de... Enfin, si on n'en fait pas régulièrement, on ne peut pas faire du piano. J'en fais pas régulièrement. J'ai une vie trop active. Je peux pas faire grand-chose sur un clavier. Mais initié plutôt pendant l'adolescence, la jeunesse? Gamin, quand j'étais en pensionnat. D'accord. Voilà. Ça allait avec la pension, il fallait... la fille de mon institutrice
préféré est devenu pianiste de concert. Donc il y avait une ambiance piano, quoi. Alors, oui, tout le monde jouait du piano. Si on ne jouait pas du piano, on était viré. Ah oui. Déjà, on pouvait être mauvais en maths, mais il fallait être bon au piano. Voilà. Justement, à cette période de lycée, après vous êtes parti à Paris, est-ce que c'était dans votre ambition ou ça s'est fait naturellement, vous avez des bons résultats Alors, juste pour vous faire sourire, donc mes parents étant belges, l'idée de ce que c'est maths sup, maths spé, ils ne savaient pas ce que c'était. Et donc quand je leur dis je ne vais pas aller en fac, je vais aller dans un lycée, ça ils étaient un peu surpris. Ils disaient mais t'es quand même bon en classe, pourquoi tu vas pas à l'université quoi? Je veux dire, vu par des Belges, l'idée d'aller dans un lycée faire une prépa, ça leur échappait un peu. Donc j'ai préparé des dossiers, puis je suis monté à Paris faire maths sup, parce que quand on voulait entrer dans une école, il valait mieux qu'il n'y avait pas de prépa à Avignon. Il fallait aller à Marseille ou à Lyon, tant qu'à bouger. Je suis parti à Paris. Donc là, vous saviez déjà ce que vous aviez envie de faire? Je savais que j'avais envie de faire une école, je ne savais pas très bien encore. On rêve un peu de... Le Graal, c'est normal sup. Hein. Quand on est matheux, on se dit... mais j'ai raté normal, j'étais à l'IX, je suis parti à Polytechnique. Quoi. Mais dans les classements de cette année-là, je dois être dans les 50. Il y a 30 places à normal, donc je rentre dans les 50 à l'IX et je continue, je suis un peu partout. Voilà. Et puis à l'IX... parce que j'étais à l'époque belge, je ne pouvais pas vers les corps de l'État, donc je ne savais pas très bien quoi faire. Et puis, bizarrement, je choisis à l'IX de rentrer à ce qu'on appelait l'ORTF. L'ORTF, c'était la radio-télévision française. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un service de la recherche assez extraordinaire qui me plaisait beaucoup. Et puis, pendant que j'étais au service militaire, l'ORTF a été coupé en plusieurs morceaux par le gouvernement et je me suis retrouvé affecté à Télédiffusion de France, à faire des relais hertziens. Ça ne m'amusait pas du tout. C'était beaucoup moins drôle que d'aller faire de la télé. Donc, j'ai passé le concours d'entrée à l'ENA 6 jours après être sorti de Polytechnique et j'ai été reçu et je me suis échappé, je suis parti par là. Du coup, école prestigieuse, derrière l'envie de continuer, c'est parce qu'il y a eu un déclic pendant cette période ? D'abord, on suit le parcours en France, c'est le truc un peu bateau, tout ça. Juste pour sourire encore, mon père me dit « Tu ne veux pas devenir fonctionnaire quand même ?» Parce qu'en Belgique, c'était vraiment très, très, très mal vu. Quoi. Donc c'était assez marrant, mes dialogues avec mes parents. Ils ont été surpris, ils m'ont suivi, mais ils ont été surpris. À l'ENA, je vais au ministère des Finances, qui est, quand on est, je n'étais pas dans les tout premiers, mais pas loin. Donc j'étais assez engagé politiquement. On pourrait parler personnellement, mais... Il faut rentrer l'histoire personnelle, hein, donc on est dans la France des années 68, 70, 71. À l'époque, aux élections présidentielles de 69, le Parti communiste fait 22-23% des voix et le candidat socialiste fait 5%. Donc, je n'étais pas très convaincu par le Parti communiste. Il faut bien penser que dans cette époque-là, quand on est jeune, l'hypothèse communiste existe, on parle avec eux, je discute et je suis pas convaincu par le Parti communiste pour expliquer l'histoire familiale, tout ça. Donc je me dis il faut adhérer au PS parce que c'est la manière de rééquilibrer la gauche et pas. Donc j'adhère au Parti socialiste en 1971 et je suis à Polytechnique et j'ai pas le droit parce qu'on est officier. Okay. Donc je me fais convoquer par la sécurité militaire en disant vous êtes officier en situation d'active, pas le droit de faire de la politique. Je dis non, mais puis ils me disent écoutez, on ne va pas faire de sanctions, mais il faut que ce soit totalement confidentiel. Donc c'est resté confidentiel. Voilà. Est-ce que c'est cette partie-là qui vous a donné envie d'aller à l'ENA derrière ? Le côté découverte de la politique, engagement ? J'étais motivé par la société, mai 68, l'avenir de la société, ce qui se passait, ça m'a toujours passionné. Hein. Donc, si vous regardez mon parcours, j'ai fait quand même pas mal de cabinets ministériels, ça se voit, ça se trouve dans mon CV. Si j'ai été élu local en étant patron d'une boîte du CAC 40, j'ai réussi à faire 24 ans comme conseiller municipal, c'est que ça me motivait, donc je suis assez branché sur la société, ça m'intéresse. Donc voilà, l'ENA, c'était assez intéressant, je trouvais. Et puis le ministère des Finances, et puis au bout de 3 ans, Mitterrand est élu, c'est l'alternance, et là je rentre au cabinet de Jacques Delors, et là c'est vraiment une partie qui m'implique énormément, parce que ça c'était
assez formidable. À 29 ans, rentrer au cabinet de Jacques Delors, c'était... Et donc concours de circonstances finalement pour arriver ici, sans s'être projeté auparavant à... Non, on ne le pilote pas, mais si vous voulez, on ne pilote pas trop les choses. Pourtant, je vais vous dire, je pense qu'il faut parfois projeter. Mais donc là, je ne savais pas. Franchement, on ne pouvait pas savoir qu'il y aurait une alternance. Il faut penser, c'est quelque chose que les jeunes d'aujourd'hui n'imaginent pas, mais la droite gaulliste avait gouverné le pays pendant 23 ans d'affilée. Il n'y avait pas eu d'alternance. Donc l'idée qu'une alternance se passe, ce n'était pas évident. On ne savait pas que ce serait même possible. Ce n'était pas sûr. Bon, donc en 80, il se passe. Je vais au cabinet de Jacques Delors. Je reste un moment. Comme vous le savez, je quitte l'administration 12 ans plus tard, en 93. Et là, c'était une opportunité. On en reviendra peut-être. Mais donc j'ai passé 12 ans assez formidables à travailler avec des ministres. Les plus prestigieux, c'est Jacques Delors, qu'on a un peu oublié. Hein. Il a aujourd'hui 96 ans. C'est un type exceptionnel. Un des pères de l'Europe, hein, franchement. C'est formidable comme bonhomme. La personne très connue dans mon CV, c'est Dominique Strauss-Kahn. J'ai été le directeur de cabinet de Dominique. Dominique est un ami proche. Je ne lui en veux pas de ses errements personnels. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup. Et puis j'ai travaillé avec un gars qui est encore totalement oublié maintenant, qui s'appelait Hubert Curien. Alors, Hubert Curien, il était ministre de la Recherche. Et avant d'être ministre de la Recherche, il avait été directeur général du CNRS, directeur général de la Recherche, et après être ministre, il a été président de l'Académie des sciences. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui était vraiment l'archiprêtre du monde scientifique. Ça, j'ai beaucoup, beaucoup appris avec lui. Donc j'ai passé au total, de 78 à 93, 15 ans dans l'État, j'ai appris beaucoup de choses. Mais je vais dire une chose, je ne sais pas s'il y a beaucoup de jeunes fonctionnaires qui vont nous écouter. Je trouve que les débuts de carrière de la fonction publique sont plus intéressants que les fins de carrière. Donc je m'étais dit, il faut que je parte, quoi. Pourquoi ? Parce que, moi, je m'étais dit, les fins de carrière, on a des jobs d'inspection peu actifs, sans responsabilité. Donc, franchement, à 28 ans, rentrer au cabinet de Jacques Delors, c'était génial, quoi. Franchement, c'est très, 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 très bien. À 35 ans, être directeur de cabinet d'Hubert Curien, c'est formidable. Je prends un exemple des expériences qu'on a. Il y a une nouvelle maladie qui apparaît, qui s'appelle le sida. Et on ne sait pas ce que c'est. Et donc, j'étais au ministère de la Recherche. J'ai suscité la création d'une agence de recherche pour le sida parce qu'on ne connaissait pas cette maladie. Et j'ai appris des choses, c'était extraordinaire. On a lancé le programme Génome Humain quand j'étais là-bas. Donc, c'était vraiment très amusant. L'État permet de toucher à des très beaux sujets. Mais dans l'État, les responsabilités individuelles sont faibles. On est dans des équipes compliquées. On ne sait pas très bien quel est son vrai rôle, si on a vraiment joué un rôle, parce qu'on travaille. Il y a le ministère des Finances qui tempère les choses. Il y a Matignon, il y a l'Élysée. Je trouvais que c'était des sujets exceptionnels, mais sans responsabilité personnelle. Le plaisir que j'ai eu en allant dans le privé, c'était un horizon beaucoup plus restreint. Encore que le cabinet avec la technologie, c'est assez large, mais un horizon. Mais alors, des responsabilités claires. Je savais ce dont j'étais responsable personnellement, et puis au bout, on pouvait voir si j'avais réussi ou pas réussi. Donc j'ai vraiment aimé le passage à la responsabilité dans l'entreprise par rapport au fait que je vais toucher des sujets exceptionnels, mais j'étais un des 15, 20 qui travaillaient sur la fiscalité, sur les dépenses publiques, sur la politique du logement dont je me suis occupé, la politique de la recherche. Moi, j'ai une question, si on revient un petit peu en arrière. Vous êtes belge, vous arrivez en France, vous êtes naturalisé. Cet investissement dans l'administration française et dans le développement du pays, c'est un amour de la France que vous avez nourri en arrivant à Avignon et en vous développant dans ce pays. Qu'est-ce qui a fait en fait que vous avez voulu vous impliquer vraiment ? Vous auriez pu peut-être retourner en Belgique, je ne sais pas si vous l'aviez envisagé à un moment donné. Pas du tout. La Belgique me semblait un pays un peu étroit, déjà très divisé par ces querelles entre les Flamands et les Wallons, et donc des querelles que je ne comprenais pas. Non, ce qui se passe, c'est que la société française est passionnante, assez irritante, je ne sais pas si on a envie d'y revenir, mais elle est passionnante parce que le combat des idées y est fort, on y apprécie ça. Paradoxalement,
tout adolescent, j'avais été, bien qu'étant déjà assez à gauche, j'avais été séduit par le général de Gaulle. Je trouvais qu'il avait une ambition pour la France qui me plaisait. Et je prends un exemple, je sais que je parle d'archéologie historique, mais de Gaulle va à Phnom Penh et donne des leçons aux Américains sur les guerres du Vietnam. Je trouvais ça gonflé, je trouvais ça bien que la France s'exprime. Je trouvais ça bien. À l'époque, quand il dit l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, il veut dire qu'il ne faut pas s'arrêter au rideau de fer qui coupe l'Europe en deux. Je trouvais ça bien. Donc, j'étais sensible à une ambition française. Je trouve que les Français sont, quand j'ai dit irritants, c'est qu'ils croient que tout le monde les admire. Ce n'est pas vrai. Il faut savoir que la France n'est pas tellement appréciée dans les pays voisins. Elle est trop arrogante. Les Français sont très confiants en eux et ils irritent pour ça. Mais je trouve que c'est une belle culture. J'ai adoré ça, je me suis mis là-dedans, je me sens français. Je vais vous dire, la semaine dernière, je regardais France-Belgique, j'ai été résolument pour la France. Pour l'anecdote, on y était. Vous y étiez ? On était à Turin. Ouais. Écoutez, résolument, j'étais pour l'équipe de France. Là, vous avez parlé des pays extérieurs, c'est une bonne transition. L'international, dans votre parcours, vous y touchez au travers des ministères. Est-ce que... Pas trop, c'est quand même très hexagonal. Au ministère de la Recherche, un peu plus. Je me rappelle, avec Curien, on est parti en Corée, au Japon. J'avais été en Chine, donc j'avais fait des voyages ministériels. Mais c'est des jeux de rôle où on fait des rôles très précis. On représente la République française, on fait attention à ce qu'on dit, mais j'avais quand même vu des choses qui m'avaient troublé, qui m'avaient intéressé. C'est vraiment chez Capgemini que j'ai trouvé international, parce que je suis très vite allé aux États-Unis, voir ce qui se passait, dans la mesure où Capgemini c'est de l'informatique, et que l'informatique est drivée et pilotée par les US. Serge Kampf, qui est le fondateur de Capgemini, il a créé Capgemini en 68. Dès 1975, il a acheté une filiale aux États-Unis. Donc c'est très tôt. Et quelques jours après être rentré, je suis allé aux États-Unis. Puis quand j'étais aux États-Unis, c'est pas New York, c'est pas juste New York ou Washington. C'est vraiment aller voir les clients. Le premier client que j'ai visité, c'était Procter & Gamble à Cincinnati. Donc oui, mais Cincinnati, c'est déjà, on rentre dans les États-Unis profonds. Et bon, on en parlera peut-être, mais j'étais à l'origine de l'achat de la branche consulting d'Ernst & Young en mai 2000. Depuis mai 2000 jusqu'à la fin de mon mandat, pendant donc 20 ans, je suis allé aux États-Unis tous les mois. Tous les mois, pendant 20 ans. Ah oui. Donc, je connais très très bien les États-Unis, et puis je vais voir les clients aux États-Unis. Donc, je vois les clients dans des endroits incroyables. C'est-à-dire que j'ai été à Boise, qui est la capitale de l'Idaho, parce qu'il y avait un client là-bas. J'ai été dans la grande banlieue de San Francisco, à 100 km à l'ouest, dans la Pampa. J'ai été voir des boîtes partout. Donc moi, je connais vraiment les États-Unis en profondeur. J'aime beaucoup ce pays. Je trouve que c'est un pays très intéressant. Il y a des aspects qui sont moins confortables, mais je trouve que c'est un beau pays. Puis, point de vue innovation, c'est un modèle. Donc, j'ai beaucoup été aux États-Unis. L'autre grand pays, évidemment, c'est l'Inde, puisque j'ai choisi d'investir pour Capgemini en Inde quand je l'ai découvert. J'avais déjà été une fois en Inde, mais j'adore ce pays. Je trouve que c'est un pays très intéressant, culturellement. Parce que les gens n'y pensent pas, mais c'est un des seuls pays que je connaisse qui conjugue une grande spiritualité. Les gens sont encore hindouistes et forts. Il y a des musulmans aussi, mais les hindouistes sont encore pleins de spiritualité. Beaucoup des dirigeants, le Premier ministre, mais aussi les grands chefs, font des gourous personnels et font des retraites spirituelles. Et c'est un pays moderne. C'est-à-dire que la conjugaison d'une spiritualité et d'une modernité, c'est un phénomène très exceptionnel, très rare quand vous y pensez. La Chine a perdu sa spiritualité, elle est très matérialiste. C'est très intéressant. Et bon, l'Inde, vous savez, donc j'ai découvert avec Ernst & Young une petite société qui faisait 120 personnes, et là on a 150 000 personnes, donc j'ai fait une légère croissance. Un petit progrès. Juste avant de poursuivre un peu sur le développement Capgemini, la rencontre entre Paul Hermelin et Capgemini, elle se fait comment ? Ça c'est très drôle comme histoire. J'étais directeur de cabinet de l'industrie, donc Dominique Strauss-Kahn, et nous apprenons que Capgemini est en discussion avec le groupe allemand Daimler.
Et le cabinet du Premier ministre me dit il faut convoquer le patron de Serge Camp pour lui dire que ça ne nous plaît pas du tout. Bon, donc j'invite le fondateur de cabinet Serge Camp à venir me voir. Il vient me voir. Le directeur de cabinet du ministre de l'Industrie, il vient me voir. Et je lui dis vous êtes en train de négocier avec Daimler, le gouvernement français n'est pas content du tout. Alors il commence par me dire mais ça ne vous regarde pas. Je fais une boîte privée, moi, ça ne vous regarde pas. Je dis non, mais ça nous chagrine, donc on n'est vraiment pas pour. Donc on s'est disputé là-dessus, parce qu'il m'a sèchement répondu, circuler, il n'y a rien à voir, pas votre problème, quoi. C'est ma boîte, je suis actionnaire majoritaire, je fais ce que je veux. Et comme c'était déjà dans l'Union européenne, on ne peut pas s'opposer à des mouvements européens, bien sûr. C'est resté courtois, mais un peu sec quand même. Après, un de ses collaborateurs a testé des hypothèses qui n'ont pas marché. Et donc, j'avais rencontré Serge Camp, ce n'était pas très bien passé. Et un de ses amis m'a appelé en me disant il a un problème de génération et il voudrait vous voir. Alors moi, j'avais prévu en 93 de quitter l'État. J'avais une quarantaine d'années, je voulais partir. Et j'avais prévu de faire tout à fait autre chose, dans une industrie chimique. Et donc, Serge Camp m'a demandé à me voir avec 2 de ses collaborateurs. Alors, j'ai passé un entretien d'embauche qui a duré 3 fois 5 heures. Ah oui. Sacré entretien. Et au bout, je suis rentré là, quoi. Voilà. Et alors, il m'a d'ailleurs dit si Daimler, qui était rentré au capital, prend le contrôle, je vous aiderai financièrement à vous retrouver, etc. Je n'ai pas demandé combien, je n'ai pas signé de contrat, j'ai dit que je lui faisais confiance. Et puis, comme on l'a su après, donc, je suis rentré en 93 et Daimler a vendu ses actions en 97. Donc, il y a eu 4 ans un peu de bras de fer. Et c'était une de mes fonctions dans le groupe qui était de gérer la sortie de Daimler. Quand vous rentrez chez Capgemini, vous avez quoi en tête ? D'abord, j'ai l'idée que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les fins de carrière de fonctionnaires ne sont pas très amusantes. Donc, il faut que je bouge ailleurs. Je connaissais un peu l'informatique. J'avais été directeur de cabinet ministre de l'Industrie, donc l'informatique, j'avais un peu suivi. Donc ça m'intéressait. Je pensais que c'était un bon secteur. Je ne savais pas si je pouvais faire carrière dans la boîte elle-même. Elle faisait 20 000 personnes à peu près à l'époque. Mais je me dis, c'est une manière. Et je vais vous raconter une chose. On est en 93. Capgemini, moi j'étais frappé. Quand j'arrive à les premières réunions, on ne parle que du profit. La performance est mesurée par le taux de profit. Et quand on vient de l'administration, puis dans la culture française, le profit c'est mal, le profit c'est pas bien en tout cas. Voilà. Donc ça m'a beaucoup surpris. Et je vais vous dire une chose, tout en étant incorrigiblement de gauche, j'ai absolument adopté ça. Je trouve que le taux de marge, c'était un formidable indicateur qui nous obligeait à faire du haut de gamme. Parce que vous n'améliorez pas, dans une entreprise comme Capgemini, vous n'améliorez pas votre taux de profit en réduisant les coûts. Pour augmenter le taux de profit, il faut faire de la valeur ajoutée, il faut faire des choses avancées, il faut faire des choses que vous pouvez vendre cher. C'est ça qui fait que vous avez... Et donc, j'ai vraiment piloté l'entreprise en disant le taux de marge est un indicateur du fait qu'on fait des choses rares que les clients valorisent et qui sont prêts à payer cher. Donc, c'était marrant, mais idéologiquement, quand je suis arrivé, venant d'un cabinet de gauche, etc., l'entreprise qui était pilotée par le taux de profit, c'était vraiment une surprise, quoi. Pour en arriver jusqu'ici, depuis tout à l'heure, je sens votre amour pour l'innovation, le progrès. Or, on est dans un pays où, en France, on peut avoir peur de l'avenir. Est-ce que ça, pour vous, c'est quelque chose qui est inné, ou vous avez développé avec des personnes, des mentors peut-être ? 3-4 choses. Je ne sais pas quand cette vidéo sera diffusée, mais demain, qui est donc le 13 octobre, je sors un livre sur le sujet qui s'appelle « La science en procès », et donc qui est exactement le procès fait à la science et la technologie, et qu'est-ce qu'on peut faire pour réconcilier les Français avec la science et la technologie. Donc ça vous montre que c'est vraiment un sujet qui me travaille. Deuxièmement, dans la préface de ce bouquin, je raconte que ma fameuse institutrice, elle considérait que le nec plus ultra, c'était être un savant.
Ça, c'était vraiment le but ultime de la vie. Et à l'époque, à l'université libre de Bruxelles, parce qu'à Bruxelles, il y avait une université privée un peu libre penseur, un peu dans une culture un peu franc-maçon comme ça, il y avait 2 scientifiques qu'on nous a fait rencontrer quand on était gosses. L'un était Haroun Taziev, qui était un vulcanologue assez connu mondialement à l'époque, et l'autre qui était le père et le fils Picard, qui sont en fait le grand-père et le père de l'actuel patron de Solar Impulse. Vous voyez, l'avion solaire. Hein. Donc, son grand-père avait fait des ballons et le deuxième avait fait des bathyscaphes. Et donc, quand j'étais gosse, vraiment, le but d'une vie, c'était de contribuer à la science, quoi. Et quand elle a su que je faisais l'ENA, parce que j'ai continué à avoir mon institutrice, moi j'étais très engagé avec elle, elle me disait « Mais l'ENA, c'est nul, qu'est-ce que c'est que cette histoire ça n'a aucun intérêt. » Vous l'avez invité du coup pour lui montrer? Non, j'ai pas invité à l'ENA, mais quand j'étais directeur de cabinet du ministère de la Recherche, elle a trouvé que ça commençait à devenir mieux, quoi. Donc, okay. Voilà. Elle avait des ambitions pour vous, hein? Ah non, oui, mais j'étais bon en maths, quoi. Est-ce que dans tout ce développement, vous avez des moments de doute, des moments plus difficiles qui ont été durs pour vous, et comment vous avez continué à avancer? C'est affreux à dire, et c'est une des questions qui posent à la société française. Quand on a les diplômes que j'ai, c'est assez facile de rebondir. C'est affreux à dire, c'est peut-être très injuste, mais la vérité, c'est que quand on a les bons diplômes, c'est simple. Il y a eu des moments un peu compliqués. Paradoxalement, à la sortie de l'ENA, j'étais un peu déçu, donc choisir où je vais, mais c'est pas très compliqué. Il y a un moment dans les cabinets où je suis un peu troublé de quoi faire, mais non, il n'y a pas énormément de problèmes. Il y a des challenges, il y a des sujets même politiques, je veux dire, mais le grand doute, non, ça, j'ai été préservé. Vous êtes plutôt un optimiste? Non, je suis plutôt un pessimiste actif. Un pessimiste actif. Je vois toujours le mauvais côté des choses. Et je vais vous dire une chose, je ne sais pas si on le sait, mais les humains ont un biais cognitif. Quand une chose quand une action peut avoir des conséquences positives ou négatives, il faut que les conséquences positives soient 2,5 fois plus fortes que les négatives pour qu'ils fassent le choix. Les gens, comme moi, ont peur des conséquences, donc il faut faire attention, mais je suis très actif. Pendant toute cette progression, qu'est-ce que vous définiriez qui vous inspirait à ce moment-là? Le progrès, l'innovation? Alors, le progrès et la société. Si certains veulent me suivre sur LinkedIn, je publie un post toutes les semaines sur technologie et société. Je trouve que la technologie est fondamentale. On parlera peut-être de la décroissance, à laquelle je ne crois pas du tout. Donc, je pense que la technologie et la science sont vitales. Oui, c'est deux féminins, vitales pour l'espèce humaine. Mais il faut les revisiter, il faut repenser aux périodes avec la décarbonation, avec l'environnement. Mais technologie et société, c'est vraiment les points cardinaux de mon existence professionnelle et personnelle et de mes engagements. Et donc pendant cette période, on a noté une petite anecdote, vous avez rencontré Bill Gates quand même? Oui, beaucoup. Moi, j'ai beaucoup été chez Bill Gates. Tous les ans, j'allais chez lui. Est-ce qu'il fait partie de ces personnes qui vous ont inspiré ou... Bill Gates est passionnant parce que c'est un homme de conviction. Et je prends un exemple. Bill Gates a une ambition qui est d'avoir éradiqué la polio de la planète. Et donc, quand j'allais avec la Covid, on n'y va plus, mais quand j'allais à Seattle, je le voyais, et je lui demandais les progrès. Et donc, il suivait pays par pays en me disant « Ça y est, il n'y a plus de polio au Soudan ». Et puis à la fin, il m'a dit « Bon, j'ai des problèmes parce que les pays où il reste de la polio, c'est le Pakistan. Et avec tous les problèmes du Pakistan, c'est compliqué à gérer. » Puis après, il m'a dit « La polio est revenue en Afghanistan. Puis elle revient en Irak, donc il faut que je reprenne toute la région. » Moi, je trouve assez extraordinaire qu'un gars comme ça, il met l'énergie d'un entrepreneur sur un combat précis que les gens ne connaissent pas, qui est est-ce qu'on peut éradiquer la polio comme on a éradiqué la variole? Et ça montre l'énergie du bonhomme et c'est quand même une forme
d'humanisme. Donc, j'ai lu les complotistes qui, moi, Bill Gates m'a toujours impressionné. Est-ce que d'autres personnes que Bill Gates ont été des mentors pour vous ou des sources d'inspiration? Alors, Jacques Delors. Alors, je vais vous raconter un truc sur Jacques Delors. Jacques Delors, c'est un autodidacte. Il n'est pas diplômé de l'université. Et parfois, on me dit que je suis impatient et quand je travaille avec des gens, quand j'ai anticipé ce qu'ils vont me dire, je les coupe parce que j'ai compris. Lui, je ne comprenais jamais où il allait. Je ne comprenais jamais son cheminement. Je me disais, mais où est-ce qu'il m'emmène ? On était assis à sa table de ministre de l'économie et des finances. Je me dis, mais je ne comprends pas, il cherche quoi là ? Et puis, il arrivait à des conclusions que je n'avais jamais anticipées. C'était une forme d'intelligence que je ne comprenais pas. Et puis, un esprit extrêmement fertile. Donc, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup appris avec Jacques Delors. À côté de ça, je prends un exemple parce que j'ai énormément aimé et construit des relations avec Serge Kampf. Serge Kampf est un entrepreneur. Je n'aurais pas su faire ça. Serge Kampf, il a créé une boîte où il y avait, le premier jour, ils étaient 5. Quand je l'ai pris, il y en avait 40 000. Donc, je ne sais pas quel est son... Enfin, je devine, mais je n'aurais pas été capable de faire ça. Moi, je suis plutôt un stratège d'entreprise. J'ai conduit l'entreprise beaucoup plus loin. Alors, lui, il me disait, l'entreprise, maintenant, c'est la tienne, tu l'as refondée, mais ce n'est pas vrai. Ça, c'est d'autres états d'esprit, c'est les fondateurs. C'est pour ça que dans le monde French Tech, j'ai rencontré pas mal de gens qui créent des boîtes. Les gens qui font des acquisitions financières très habiles, ça m'intéresse moins. Mais les gens qui créent des boîtes à partir d'un concept nouveau, je trouve ça formidable. Et pendant cette période, l'importance de votre entourage? Moi, j'ai beaucoup d'amis. J'entretiens mes amitiés. C'est-à-dire, j'ai des amis... J'ai mon meilleur ami de l'école primaire, je le vois encore. Beaucoup d'amis du lycée, beaucoup, à Avignon. Les amis de la période de l'X, des cabinets ministériels, et puis de cabinets ministériels. J'entretiens beaucoup d'amitiés, donc j'aime bien un monde assez large. Et puis il y a les scientifiques. Je raconte une anecdote. Un jour, il y avait un physicien, à l'époque j'étais directeur de cabinet du ministre de la Recherche, un physicien qui m'impressionnait. Je l'invite à déjeuner et je lui dis, je pense à vous pour la présidence du CNRS. Et il me répond, écoutez, non, monsieur Hermelin, moi j'ai encore envie de faire de la physique, j'ai plus envie. Alors on était en train de déjeuner, je lui dis, racontez-moi sur votre recherche. Il m'a raconté sa recherche, c'était la théorie des cordes, donc on est sur les fronts avancés de la physique. J'adore ça, j'adore les scientifiques, j'adore les économistes, les sociologues aussi. À l'occasion de ce bouquin là, que je viens de finir, j'ai rencontré des gens là. Bronner, qui vient d'être chargé par Macron d'un travail sur le complotisme et les réseaux sociaux. C'est un type, j'ai trouvé ça extraordinaire ce qu'il me racontait, j'ai appris beaucoup de choses. Il faut être curieux. Et puis, il faut garder des relations. La loyauté est une valeur cardinale, je trouve. Du coup, j'en profite, je rebondis. La loyauté, est-ce qu'il y a d'autres valeurs auxquelles vous êtes vraiment attachés, qui ont drivé tout votre développement? Alors, 2 remarques. La première, c'est que Serge Kampf avait créé des valeurs pour le groupe qui sont inhabituelles dans une entreprise. Parce qu'elles sont des valeurs individuelles. C'est pas généralement, les boîtes qui disent on veut être l'excellence, l'innovation. Alors, les valeurs qu'il avait choisies, elles me vont bien. Hein. C'était par exemple le fun, valeur de l'entreprise. C'est une des valeurs de l'entreprise, le fun, mais la solidarité, la confiance, c'est des valeurs d'entreprise, c'est des valeurs très personnelles. Et j'ai bien adhéré à ça. Et puis moi, quand on me demande, notamment quand je suis amené à recruter quelqu'un, je dis, en général, si quelqu'un arrive dans mon bureau, c'est qu'il est compétent. Je fais confiance aux chasseurs de tête ou les gens qui veulent le promouvoir. Je fais l'hypothèse que les gars sont compétents et intelligents. Sinon, ils sont trompés. Donc les 2 grandes qualités que je recherche, c'est le courage, c'est-à-dire comment on fait face à un gros choc, à une adversité, à un accident, le courage, et la loyauté. Et parce qu'on est dans un métier d'homme,
Est-ce qu'on inspire confiance? Est-ce qu'on est capable d'entraîner les gens? Courage et loyauté, c'est les deux qualités que je trouve essentielles dans ma vie d'entreprise. Sinon, il y en a bien d'autres. Vous avez parlé de courage. Moi, je pense aussi à la résilience. Est-ce que ça vous évoque quelque chose dans une carrière comme la vôtre? Bien sûr. D'abord, quand je prends... ça nous renvoie donc à la fin des années 90. Aux États-Unis, les grands cabinets d'audit n'avaient plus le droit de faire du conseil. Ils ont retrouvé ce droit. Donc, les grands cabinets d'audit mettaient en vente leur activité consulting. IBM a racheté l'activité consulting de PricewaterhouseCoopers et Capgemini. C'est moi qui ai inventé le truc. J'ai été draguer les gens d'Ernst & Young et on a racheté Ernst & Young Consulting. La fusion s'est très, 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 très mal passée. Mais déjà on a opéré la fusion en mai 2000. Fin 2001, c'était la cata. Et donc, on m'a nommé patron, et comme m'a dit mon fils, on t'a demandé de nettoyer le bordel que tu avais fait. Hein, je veux dire, puisque tu étais l'auteur de ce mouvement, donc on a voulu que tu ailles nettoyer le truc. Je l'ai fait, et ça c'était difficile. Franchement, les années 2002, 2003, 2004 sont des années terribles. Et notamment, je prends un exemple, il y avait un article à la une du Financial Times disant que Paul Hermelin soit encore à la tête de Capgemini et témoigne du fait que les boîtes françaises sont mal dirigées. Oui. Donc c'était sympa à lire, ça, ça fait plaisir. Bon, donc là, 2003-2004 sont des années très difficiles. Puis à partir de 2005, j'avais fini le nettoyage, on s'est mis en croissance. Et depuis 2005, il y a eu des petits accidents, mais tout a été mieux. Mais les années 2003-2004, dur. Comment on surmonte ça? Je me rappelle une fois, j'étais en vacances, et ça allait très mal. J'étais dans une villa en Italie, et je dis à ma femme, je crois que j'ai trouvé un chemin. Et puis elle m'a répondu, elle était convaincue que j'allais me faire virer. Donc elle me dit, écoute, sois pas trop déçu, ça marche pas, quoi. Enfin, faut pas que tu investisses trop là-dedans, quoi. Et puis j'avais trouvé un chemin, j'avais travaillé, toutes les vacances, j'avais écrit des trucs, et puis j'ai mis ça en route à compter de la fin août, et puis ça très franchement, le conseil d'administration a nommé un gars qui était ce qu'on appelle un backup pour me remplacer si ça allait pas très bien. J'avais donc un numéro 2 qui attendait ma place, un peu compliqué comme situation. Ouais. Donc, challenging un peu. Il fallait être solide là. Bon, je m'en suis sorti. Pour rassurer tout le monde, aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Ah oui, ça va plutôt très bien. Oui, mais maintenant, c'est le mérite en est à mon successeur, Ayman Ezzat. On a vu ça. Voilà. Nous, on a un slogan qu'on utilise systématiquement qui est Chief Your Future. Nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est le vôtre. À quoi il ressemble? Alors, moi, je trouve que il y a deux choses. Il y a pour l'entreprise et pour moi. Moi, je voudrais, c'est pas modeste, contribuer au défi de ma société, la société des hommes française. Voilà, je voudrais avoir une contribution. Et j'ai essayé de le faire dans des cabinets ministériels, dans une entreprise que je voulais d'origine française, qui restait française dans un métier très américain, l'informatique. Et aujourd'hui, j'écris des livres, je contribue, je parle à des hommes politiques, j'essaie de contribuer à ça, contribuer à la société des hommes de ma vie. Et pas pour ambition, je n'ai jamais eu l'ambition de faire de la politique. Ça, c'est personnel. Pour une entreprise, pour professionnel, je vais dire une chose, c'est qu'il faut se projeter et paradoxalement, il ne faut pas s'arrêter aux 12 mois ou 24 mois qui viennent. Il faut constamment se dire qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce que je voudrais avoir réussi à faire d'ici 10 ans. Pas d'ici 30 ans, ça c'est trop loin, mais d'ici 10 ans. C'est dire, je ne veux pas me faire paralysé par quelque chose, je veux aller quelque part, où est-ce que je veux aller et garder le cap de ce qu'on veut être en faisant attention de ne pas se faire retenir par des opportunités qui parfois peuvent être frustrantes ou parfois très séduisantes. Justement, est-ce que vous avez un tips pour ça, pour le public qui nous regarde, peut-être qui est actuellement à Polytechnique, à l'ENA? Est-ce que vous avez un message à faire passer? Aujourd'hui, le truc qui est formidable maintenant, c'est qu'on n'a plus besoin de faire l'X et l'ENA pour réussir, etc. C'est vrai. Et mon dauphin, vous le noterez, il n'a fait ni l'X ni l'ENA. Ce n'est pas un produit de grande école, c'est un type formidable.
Non, mais ce que je veux dire, c'est, il faut créer de la valeur. Il faut se dire, moi, ce qui m'obsède dans la chose, c'est comment on crée de la valeur, comment on essaie de se dire qu'est-ce que je peux apporter. Vous avez peut-être noté, c'est une activité marginale auquel je tiens. Je suis président d'un pôle French Tech à Avignon. Je coach des tas de startups, je coach des tas de gens. Comment on crée de la valeur? Et parce que quand on crée de la valeur, on peut réussir, mais deux, on a le respect des gens qui vous entourent. Ça, c'était votre recette secrète. Pas secret, parce que je le partage volontiers. Plus secrète. Et vous créez de la valeur avec vos vidéos et à vous de savoir jusqu'où vous allez pouvoir les emmener. Merci beaucoup. C'est gentil. En tout cas, on vous remercie beaucoup, Paul. C'était très agréable de vous avoir. On vous remercie d'avoir joué le jeu et de nous ouvrir votre développement personnel et professionnel. D'accord, mais écoutez, merci. Un très bon moment, je pense que ça se voit à mon sourire, mais je suis très heureux d'avoir pu échanger avec vous. C'est gentil. Vous me raconterez l'impact. Merci. Avec plaisir. Au revoir. Merci beaucoup, Paul.